Bonjour à tous, il est 8h15 et vous êtes bien sûr Radio Judaïka. Comme tous les vendredis, nous sommes en ligne avec Stéphane Juffard, rédacteur en chef de la Metula News Agency. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Yannick et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka avec une belle journée ici à Metula où on fête la médaille d'argent à Bratislava d'Alexei Bitchenko en patinage artistique. C'est la première fois qu'Israël obtient une médaille dans cette discipline. Et simplement pour dire à nos auditeurs que Metula est la capitale israélienne des sports de glace. C'est ici que s'entraînent et que se déroulent les compétitions de patinage artistique, mais également de vitesse, le hockey sur glace et même le bob. Donc tout le petit village de 1500 habitants que vous connaissez bien, que vous commencez à connaître, est en joie ce matin parce que tout le monde connaît tout le monde et c'est une très grande fierté à tel point que c'est un sport inconnu en Israël, que les grands journaux, que les quotidiens nationaux savent pas expliquer la performance d'Alexei Bitchenko parce qu'ils connaissent absolument rien en patinage artistique. Merci beaucoup Stéphane pour ces précisions. On va parcourir avec vous l'actualité au Moyen-Orient et on commence par les pourparlers de paix sur la Syrie qui devaient s'ouvrir à Genève, mais quelques problèmes sont venus perturber l'organisation de ces pourparlers. Que s'est-il passé exactement, Stéphane ? Les pourparlers s'ouvriront. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ce sera un dialogue entre Américains, Russes et représentants du régime de Bachar al-Assad. En fait, plus simplement, on ne sait pas si les rebelles y participeront et quels rebelles. Des rebelles qui demandent des actes humanitaires avant d'annoncer leur participation pour parler. C'est un petit peu compliqué. Et puis chacun, il va de ses desiderata ou de ses exigences, Yannick. Les Turcs, par exemple, qui veulent absolument pas entendre parler d'une participation des Kurdes qui contrôlent pourtant une bande de près de 500 kilomètres au nord de la Syrie. Donc une discussion sans les Kurdes du YPG, ce serait un petit peu bizarre. Ce qu'il faut dire, et vous l'avez très bien dit dans le journal, c'est qu'on assiste à une pression militaire assez intense de la part des forces du régime, de la milice du Hezbollah, des Pasdaran iraniens. Il faut dire aussi que c'est beaucoup plus facile quand on a des avions et que les autres en ont pas, les avions russes en l'occurrence, et ils avancent dans la région de Deraa, qui est à 30 km de l'endroit où je vous parle, et ils menacent de récupérer le Golan notamment. Donc les rebelles, je rappelle aussi qu'il y a 60 et quelques groupes armés de rebelles qui vont de certains groupes de quelques dizaines de combattants jusqu'à d'autres groupes comme l'armée de l'islam qui est financée par l'Arabie Saoudite qui ont 30 000 combattants. Donc il y a toutes les grandeurs et puis il y a toutes les obédiences aussi entre les modérés, même il y a des laïcs et puis les extrémistes musulmans, mais ils sont tous en recul face à cette poussée appuyée par les Russes. Et on se rappelle qu'à cette même antenne, il n'y a pas si longtemps, on disait que le régime de Assad était fichu. Les combats avaient lieu à l'intérieur de Damas, mais on n'en est plus là. Et c'est en fait ce qui pousse les rebelles à s'asseoir à la table de négociation, c'est-à-dire que pour eux aujourd'hui, c'est devenu un objectif stratégique d'essayer de faire cesser les combats, parce que si les choses continuent dans la direction où elles vont, eh bien ils vont continuer à reculer, ils vont perdre en fait tous les acquis qu'ils ont en Syrie. Et puis la discussion qui va enfin un petit peu de vision dans ce qui pourrait se passer lors de cette négociation. La grande question, c'est Bachar partira pas, ça c'est la première. Les Iraniens, les Russes ne veulent absolument pas entendre parler d'un départ anticipé de Bachar al-Assad. Les autres en font une condition. Puis il y a une question subsidiaire qui est quand même assez intéressante et qu'on se pose ici à Metula, où on voit les choses peut-être d'un peu plus près, c'est que si Bachar s'en va, bien sûr on l'aime pas, bien sûr que c'est un assassin, mais si Bachar s'en va, qui dans cette mosaïque incroyable
d'ethnie, de religion qu'est la Syrie, qui pourrait le remplacer? Il faudrait vraiment quelqu'un de très fort qui respecte les uns et les autres. Et puis on connaît assez bien la politique syrienne pour savoir qu'un tel phénomène n'existe pas. Donc Bachar s'en allait ou pas, puis après qu'est-ce qui va se passer? Puis il y a quand même un contentieux de 350 000 morts, d'un million et quelques de personnes qui sont handicapées à vie, de peut-être une dizaine de millions d'autres qui ont dû quitter leur maison, plusieurs millions qui sont chez vous en Europe. Donc si des pourparlers s'ouvrent, d'abord ils vont durer très longtemps, et puis ensuite dans cette situation on n'est pas sûr du tout que ces pourparlers aboutissent à un apaisement. Alors, autre sujet, l'Iran et la France se sont dit prêts à débuter une relation nouvelle lors d'une visite officielle à Paris du président iranien Hassan Rouhani, marquée par plusieurs accords économiques et quelques échanges diplomatiques. Alors justement, Stéphane, quel genre de business ont eu Paris et Téhéran précisément ? J'ai pas compris la question. Quel genre de quoi Quel genre d'affaires, de business ont eu Paris et Téhéran ? Ah, de business, pardon. Oui. Bon, le plus grand business, c'est 117 Airbus. Hein, c'est pas uniquement des avions français, mais 117 Airbus qui seraient précommandés. On parle de contrats, mais c'est des intentions de contrats. Encore beaucoup de choses peuvent se passer. Pour le moment, ce qu'il faut aussi qu'on dise, c'est que l'Iran n'a pas les moyens de respecter simplement les contrats ou les intentions de contrat que Rouhani vient de signer à Paris. Il faudra d'abord que ces fonds soient débloqués, que l'Iran se remette à produire du pétrole en quantité plus importante, en quantité beaucoup plus importante. On parle du doublement de la production. Puis même en doublant la production au prix du pétrole aujourd'hui, ça fait pas beaucoup de revenus. Donc on est déjà en train de faire crédit à l'Iran d'une certaine manière. PSA, le groupe de Peugeot va déclarer qu'il allait ouvrir une usine de voitures, ou rouvrir une usine de voitures à 50-50 avec une entreprise iranienne. Donc c'est du gros business aussi. Une autre entreprise qui veut participer à l'extraction du pétrole en Iran, une entreprise française. Donc c'est du gros business. Nous on est gênés, bien entendu qu'on est gênés. Il y a quelques jours, un poète a été pendu en place publique en Iran. L'Europe, surtout la France, pour faire ses business, ferme les yeux sur la situation humanitaire catastrophique dans ce pays. On pend les homosexuels, c'est-à-dire que on a un petit peu souri. On a vu au MEDEF, au centre du patronat français, une réunion où il y avait que des hommes. Et puis on sait que dans la délégation française, il y a 2 homosexuels avoués. Ben, si ce meeting avait eu lieu en Iran, ben ces 2 personnalités françaises risquaient d'être pendues au fait d'une grue. C'est ça la réalité des relations avec l'Iran. On est très mal à l'aise. D'ailleurs, il y a certains Français qui le sont aussi. Et il n'y a pas que les Français qui sont dans ce tourbillon. Il y a aussi les Italiens. On cache les nus pour pas mettre mal à l'aise les autres Iraniens, que ce soit à Rome ou que ce soit à Paris. On fait fi de ses propres valeurs. On sourit à n'importe quelle blague de la part de gens qui ne reconnaissent pas l'existence de la Shoah, qui affirment comme le chef d'état-major de l'armée iranienne la semaine dernière, non pas que l'Iran veut détruire Israël, mais que l'Iran va détruire Israël. On serait très intéressé ici de savoir quelle serait la réaction de Paris, notamment si on recevait en grande pompe, comme les Français l'ont fait hier, le dirigeant d'un État dont le chef d'état-major annonçait et déclarait officiellement qu'il allait détruire la France, qu'il allait anéantir la France. Et il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. Toute cette ambiance tend un petit peu vers l'antisémitisme, c'est-à-dire tout simplement qu'on ne fait pas attention, qu'on ne porte pas d'attention aux intérêts de l'État d'Israël et des Juifs. Quelques jours après que le Premier ministre Manuel Valls ait parlé d'Israël en tant que la sœur de la France. Ben, on se sent pas du tout la sœur de la France, ni de l'Italie non plus. Ces mêmes bourreaux, ces mêmes assassins ont été reçus par le pape. Il y a un problème. Il y a un problème entre le business, la nécessité
nécessité de créer des emplois et puis la nécessité de ne pas perdre ses valeurs complètement. Et là, on a vraiment l'impression que l'Europe judéo-chrétienne, l'Europe chrétienne de l'Ouest est en train complètement de bâcler ses valeurs. Alors on va passer à l'actualité en Israël maintenant, Stéphane. Le Hamas semble avoir entrepris de nouvelles constructions de tunnels. D'ailleurs, 8 Palestiniens avaient trouvé la mort mardi dernier suite à l'effondrement d'un tunnel. Stéphane, est-ce que le gouvernement israélien a pris le problème à bras le corps pour endiguer ces nouvelles constructions ? Yannick, c'est difficile à dire. C'est difficile de prendre ce problème à bras le corps du fait qu'il y a bien des technologies prometteuses, mais il n'y a encore rien d'utilisable de manière rationnelle et quotidienne. On ne sait pas. Par exemple, l'endroit où ce tunnel s'est effondré, c'est de la silice, c'est du sable. Et pour repérer à coup sûr, à 30 mètres de profondeur, le creusement d'un tunnel, c'est encore techniquement très compliqué. Et puis il y a d'autres alternatives, c'est-à-dire que si on arrive à développer un instrument ou des instruments qui sont capables de détecter un tunnel à cette profondeur, rien n'empêche les terroristes du Hamas de creuser un tunnel encore plus profond. C'est une sorte de jeu de chat et de la souris, mais c'est un jeu qui n'intéresse pas du tout les voisins de Gaza, tous ces Israéliens qui vivent à quelques kilomètres de la frontière et qui disent entendre toutes les nuits le bruit causé par le creusement des tunnels qui sont si proches, selon leur dire, de leur maison que tout tremble dans leurs habitations. Donc eux ont très peur et ça ne les amuse pas du tout. Maintenant, à dire de notre part à quel point c'est vrai ou c'est pas vrai. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va se rendre sur place pour essayer de voir cela avec des appareils de mesure. On veut en avoir le cœur net. Parce qu'ici aussi, dans le Nord, les auditeurs le savent bien, je m'adresse à eux d'une distance de 400 mètres des premières positions du Hezbollah. Et je peux vous dire que dans mon village, mais sur toute la frontière également, il y a beaucoup de gens qui entendent aussi le bruit de creusement de tunnels, alors qu'ici c'est absolument exclu. Il y a des rochers et puis la topographie n'est pas plate dans notre région, c'est-à-dire que un tunnel devrait monter et descendre et là on se demande bien même tactiquement l'intérêt qu'il pourrait y avoir à creuser des tunnels. C'est pas du tout clair à mon avis. Dans notre région il n'y a pas de tunnel, ce qui n'empêche pas les habitants d'entendre les creusements la nuit. Donc il faut développer également la chose, puis ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut développer des moyens techniques pour excusez-moi, pour essayer de localiser ces tunnels, parce que en cas de guerre à Gaza, où là c'est plat et c'est du sable, et c'est très facile donc de creuser des tunnels, eh bien les dits tunnels poseraient une grosse menace pour la population israélienne du Negev. Donc c'est aussi une course contre la montre de notre part pour trouver une parade à ces tunnels. Eh bien voilà, très bien, merci beaucoup Stéphane Juffat d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. C'est toujours avec le même plaisir et je vous souhaite à Bruxelles un magnifique week-end, une très bonne